Mon intérêt pour l'alimentation et la cuisine est venu du contraste qui existait entre le Guilan et l'Iran intérieur. Parce que j'avais lu un certain nombre de textes là-dessus, et alors ce qui était frappant, c'était ce contraste entre le Guilan et l'Iran intérieur sur le plan de la consommation du pain et du riz. Quand je suis arrivé au Guilan dans les années 70, les gens mangeaient très peu de pain. Le pain était véritablement quelque chose qui se consommait à Téhéran, mais pas tellement au Guilan. Et d'ailleurs, c'en était au point que des gens me disaient, vous nous auriez interrogé sur le pain il y a une trentaine d'années, on vous aurait demandé, mais qu'est-ce que c'est? Donc, il y avait des amateurs de pain d'un côté, des amateurs de riz de l'autre. Et ça allait si loin que je lisais dans des textes anciens du XIXe siècle qu'un mari en colère pouvait dire à sa femme « Qu'est-ce que tu m'enquiquines? Va-t'en manger du pain et crève !» Bon, ce qui n'était pas particulièrement sympathique, mais qui montrait bien la rupture entre une civilisation du riz et une civilisation du pain. Alors, c'était vrai aussi pour le poisson, consommé abondamment dans le nord de l'Iran, avec ses polomaïs et ce riz avec du poisson très prisé. Et puis, par ailleurs, ce poisson qui parfois était inconnu ou très peu consommé au centre de l'Iran et à Téhéran. Donc, on avait là, si vous voulez, ces oppositions fortes qui m'ont amené à m'intéresser à la cuisine. Alors, à la fois à la cuisine sur les mets qui sont préparés, et notamment, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé au Guilan, c'était le goût pour l'acide, y compris pour les fruits, si vous voulez, qui n'étaient pas encore mûrs. Et ce qui fait d'ailleurs que ça entraînait toute une série de maux de ventre qui étaient considérés comme purgatifs et puratifs, alors qu'en définitive, c'était, si vous voulez, des diarrhées assez chroniques, sanglantes, qui pouvaient se déclarer quand on mangeait ces fruits pas tout à fait mûrs. Et par ailleurs, donc, le goût pour l'acide, et puis aussi donc, le goût pour toutes ces variétés, ces consommations à base de riz, de légumes frais aussi, et ces ragoûts de légumes frais qui forment véritablement la base de l'alimentation sur place. Et puis alors aussi, ce qui m'avait impressionné beaucoup, c'était les petits déjeuners que l'on prenait au Guilan. Dans les premières années, parce qu'après ça s'est assez uniformisé, mais dans les premières années c'était du riz, mais du riz froid qui avait été cuit la veille, sur lequel on étendait de la confiture, donc on mangeait ça aussi éventuellement avec des œufs de poisson. Donc vous voyez, il y avait quelque chose qui était assez extraordinaire au petit déjeuner, et en même temps, évidemment, qui suscitait, et c'est là toute la richesse de l'ethnologie, qui suscitait pour l'amateur de café et de tartines le matin, immédiatement sa curiosité et le fait d'inscrire ça sur son carnet de notes. Parce que ce qui est difficile dans l'ethnologie du monde contemporain, c'est d'avoir cette distance. Si vous voulez, personne ne va écrire comment il prépare le petit déjeuner dans sa cuisine avec sa dose de café et d'autre part avec le pain et le beurre qu'il consomme. Alors que l'ethnologue qui arrive dans le nord de l'Iran et à qui on propose du riz froid avec de la confiture par-dessus, immédiatement va noter ça, se précipiter sur son carnet de notes pour noter ces éléments. Donc il y a ça. Il y a en même temps que la cuisine reste quand on a tout oublié. On peut avoir oublié sa langue, on peut avoir oublié la manière de s'habiller, mais la cuisine et les spécialités culinaires héritées de sa famille et de ses grands-parents, ça c'est quelque chose qui reste. Et alors c'est peut-être d'ailleurs pour ça
que c'était le linguiste William Leboff qui avait bien montré ça, qu'on a toujours l'impression que ça va très vite et que ça va peut-être un peu moins vite qu'on ne le pense. Dans la mesure où, quand on arrive à l'âge adulte, vers 20-30 ans, allez, on dégage tout ce qu'on avait au point de vue tradition. Qu'est-ce que c'est que ça ne m'intéresse pas. Puis quand on devient grand-père, ben, on va quand même transmettre à son petit-fils des choses que l'on a connues nous-mêmes dans notre enfance. Ce qui fait que le temps ne va pas aussi vite que l'on a l'impression quand on a 20 ou 30 ans. Et donc, c'est vrai aussi pour la langue. On pourrait se dire, bon, c'est absurde qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui parlent provençal en Provence. Mais il y a quand même des gens qui parlent provençal parce que le grand-père a appris au petit-fils la langue d'ici. Et donc, c'est vrai qu'au milieu du 19e siècle, on avait déjà des gens qui disaient et qui écrivaient « cette langue aura disparu dans une vingtaine d'années ». Ben non. Même si aujourd'hui c'est très résiduel. Mais néanmoins, ça subsiste ici ou là. Et donc, ne pas en tenir compte, ce serait faire une erreur. C'est la même chose pour la cuisine. Et encore plus pour la cuisine, parce que la cuisine, véritablement, c'est ce qui reste quand tout le reste a disparu. Et moi, ce qui me frappait beaucoup, c'était de voir quand il y avait des Guilaks qui allaient à Téhéran, comment ils conservaient quand même leurs coutumes gastronomiques. Ils ont une autre façon de cuire le riz qu'en Iran intérieur. Et donc, le khaté, c'est-à-dire cette façon de cuire le riz qui leur était propre, était quelque chose qui restait. Alors en même temps, évidemment, il y a tout le contraste entre le masculin et le féminin qui m'intéressait aussi beaucoup, le grillé étant masculin et tout le reste, le mijoté et les préparations complexes étant féminines. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs très largement dans d'autres sociétés, si vous voulez, où le grillé est masculin et le barbecue est masculin. Et d'autre part, la cuisine quotidienne est plutôt féminine. Et par ailleurs, les grands chefs sont masculins, mais les tâcheronnes sont féminines. Alors, c'est vrai donc que la cuisine m'a beaucoup intéressé comme élément de différenciation. Aussi, bon, à travers, si vous voulez, la Provence aussi, pour ça, a été quelque chose de très révélateur, notamment le goût pour l'huile d'olive par rapport à l'huile d'arachide ou aux autres types d'huile. Parce que, notamment, ce qui me frappait beaucoup, c'était de voir la minatricité de gens venant du Nord ou du Cotentin et qui trouvaient cette huile un peu verte, insupportable, bon, et donc qui n'en voulaient pas. Et par ailleurs, également, quand des méridionaux montaient à Paris ou dans le nord de la France, à la recherche de coulis de tomates ou bien à la recherche d'huile d'olive. Et vous voyez à quel point ça se transmet. Je vois un de mes fils, par exemple, une fois j'ai fait une salade, puis j'avais plus d'huile d'olive à la maison, il me dit « Ah ben, non, je n'en mange pas s'il n'y a pas d'huile d'olive. » Donc, mais bon, on pourrait avoir des propos beaucoup plus savants là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi le quotidien dans sa banalité. Et ce n'est pas des choses extraordinaires qui viendraient de très loin de nos ancêtres chenus qui habitent très haut dans les montagnes. Non. Attendre. Alors, attendre, oui, c'était un numéro de la revue Terrain. Il m'est arrivé, j'étais dans le conseil de rédaction de la revue Terrain, et donc parfois, Christine Anglois me demandait d'écrire des introductions à ces numéros. Ça avait été le cas pour paraître en public, je me rappelle. Et ça a été le cas aussi pour un numéro sur le sport. Et puis là, donc, pour attendre, où j'essayais de distinguer des attentes situationnelles. Bon, vous attendez l'autobus, vous faites la queue. La queue est un thème qui m'a beaucoup intéressé parce qu'on fait la queue de façon très différente selon les pays et selon les régions. Alors, bon, les queues enfiévrées du Moyen-Orient, où tout à coup, quand il y a un notable ou un ethnologue de passage, on dit « Passez devant, monsieur ». Mais ce qui m'avait aussi beaucoup frappé, c'était les queues au Japon, des queues extraordinairement respectueuses
de la personne qui se trouve devant. Et donc, quand vous attendez le métro, c'est pas du tout comme en France, quand vous attendez le métro, vous êtes le premier à passer. Là, au contraire, il y a une queue qui s'est formée et les premiers à attendre seront les premiers dans le wagon. Donc des attentes situationnelles qui peuvent être parfois insupportables. Je pense aux immigrés qui attendent d'avoir un récépissé, le récépissé arrivant après la date où ils auraient dû partir. Enfin bref, des attentes situationnelles qui sont très désagréables. Et puis il y a des attentes existentielles. Il y a ceux qui attendent le ciel ou le message de la divinité. Et donc là, c'est des attentes qui peuvent être d'une toute autre nature, où à ce moment-là, l'attente prend un autre sens que celui de la contrainte. Parce que dans l'attente sous la contrainte, il y a aussi l'attente que font peser les grands. Les grands, c'est ceux qui vous font attendre. Et vous, si vous êtes un petit, vous attendez. Vous attendez que le grand arrive et vous autorise à parler, à composer, à faire votre exposé si vous êtes étudiant. Et si le professeur arrive en retard, lui, il a le droit d'arriver en retard. Mais pas l'individu qui vient écouter le grand personnage. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui avait été d'ailleurs traité de façon intéressante, aussi bien par des gens qui s'intéressaient, par des chercheurs qui s'intéressaient aux immigrés, que par des chercheurs qui s'intéressaient au contraire à une vision eschatologique. Et donc là, on avait plusieurs situations d'attente qui étaient assez remarquables et méritaient d'être examinées. Un mot des frontières. Alors, un mot des frontières. Si vous voulez, ce qui est frappant, quand on voit les usages, c'est que souvent les usages varient, certes, mais sur des espaces extrêmement étirés. Et puis, il y a des frontières. Donc, les limites de ces usages sont assez floues. Mais alors, il y a des frontières extrêmement vives. Soit des frontières qui ont été recréées pour donner aux limites et aux limites folkloriques, et on voit comment les États se sont insérés dans cette, et imposés dans cette démarcation des limites pour dire non, là, écoutez, là c'est tel type de vêtements, là c'est tel autre type, etc. Donc pour créer des frontières vives, là où il y avait des limites floues. Et en même temps, comment les frontières vives, indépendamment des usages folkloriques, sont aujourd'hui une règle. Et là, il y avait dans ce volume sur les limites floues et les frontières vives des articles aussi bien sur l'Irlande du Nord avec ces frontières là, qui se traduisent par ce phénomène si fréquent aujourd'hui d'érection de murs entre communautés. Alors on le voit en Israël, on le voit également à Belfast, donc avec ces murs qui séparent les catholiques et les protestants, ou bien qui séparent les Palestiniens et les Hébreux. Donc il y a là, si vous voulez, des phénomènes qui sont aussi bien sur le plan folklorique que sur le plan politique, des phénomènes importants. Et c'est un petit peu ce qui était signalé dans ce volume, avec des limites floues, mais souvent qui se transforment soit en frontières vives, soit qu'il s'agisse d'usages folkloriques, soit qu'il s'agisse de frontières politiques.